Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver cet après-midi pour ce webinaire maintenant annuel de présentation de la prochaine édition du Salon des maires et des collectivités locales. Donc je suis Stéphanie Guetterante, directrice du Salon. À mes côtés, monsieur Éric Verlac, directeur général de l'Association des maires de France, qui nous fera le plaisir de nous donner quelques éléments de contexte de cette prochaine édition. Dans une période de tours, vous noterez que nous avons parfaitement choisi la date de ce webinaire pour également pouvoir répondre à toutes vos interrogations sur les attentes des élus en ce début de mandat. Petite précision un petit peu technique. Vous pouvez tout au long de ce webinaire poser vos questions dans le chat et notre équipe nous les partagera en fin de présentation pour que nous puissions y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça et nous sommes toujours ravis d'avoir des questions, n'est-ce pas, monsieur le directeur. Vous avez donc ce webinaire va durer 35 à 40 minutes de présentation, ce qui nous laissera, je pense, suffisamment de temps pour pouvoir justement vous répondre. Donc, surtout, restez jusqu'au bout parce que parfois, même les questions des autres peuvent répondre à vos propres interrogations. Si vous souhaitez être également recontacté par nos équipes, vous avez un bouton à cet effet qui est en bas à gauche de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus et ça vous permettra du coup de pouvoir être recontacté dès cette fin de semaine. Je vous propose sans plus attendre de démarrer cette présentation de cette édition Salon des maires pour laquelle vous pouvez noter que nous avons choisi un thème dont peut-être monsieur le directeur nous reparlerons tout à l'heure, l'audace est locale, que nous aurons justement tout le temps de ce webinaire pour vous expliquer un petit peu le contexte. Je vous propose de démarrer sur c'est l'ouverture de ce nouveau cycle. Enfin, on n'est pas encore totalement ouvert, on est d'accord qu'on ouvre la semaine prochaine. On est presque ouvert. D'abord, je veux saluer chacune et chacun d'entre vous et vous remercier d'être présent à cette présentation. L'AMF est co-organisateur du salon, ce qu'on oublie parfois, et elle est en même temps organisatrice de son congrès annuel qui est le plus gros rassemblement d'élus en Europe. Cette année est une année particulière dans la mesure où ce sont des nouvelles équipes qui vont s'installer. Un très grand nombre est d'ores et déjà assuré de prendre les commandes et dimanche prochain, l'affaire devrait être terminée sur le plan électoral. Ce qui va faire la grande différence entre ce mandat et le précédent, c'est ces conditions d'ouverture. J'ai plutôt le sentiment que les équipes qui arrivent vont être des équipes qui ne seront pas entravées comme ont pu être celles de 2020 par les circonstances sanitaires et donc qui vont pouvoir démarrer tout de suite et rapidement. Peut-être un petit mot de la manière dont une équipe municipale s'installe. La première année, donc celle qui va correspondre à ce salon, c'est une année qui est extrêmement stratégique dans l'exécution des projets du mandat. C'est-à-dire que si l'équipe prend du retard dans la première année ou dans les premiers 18 mois, elle traîne ce report jusqu'à la fin du mandat. Et donc, beaucoup d'élus, expérimentés ou non, accompagnés par leurs équipes administratives, sont très, très sensibles au fait que les choix doivent être faits, doivent être évalués, doivent être hiérarchisés dès la première année. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt un atout pour notre salon, dans la mesure où les élus qui vont venir sont des élus qui soit ont une expérience, peut-être pas forcément de maire, mais à d'autres fonctions municipales, soit sont des vrais nouveaux maires ou des vrais nouveaux élus. Et ils viennent là vraiment pour s'assurer des conditions dans lesquelles les projets qu'ils ont en tête peuvent être réalisés, avec qui ils les réalisent. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'évaluation, et les grands choix doivent être faits dès maintenant, même si les solutions ne sont pas forcément retenues dès maintenant. Mais en tout cas, ils vont se placer dans un environnement de conseils et d'évaluation de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, compte tenu des contraintes budgétaires qu'ils vont découvrir au fil de cette année et probablement dans le budget prochain. Donc, ils sont obligés de faire des choix. Et pour faire des choix, ils ont besoin d'être conseillers, ils ont besoin de connaître les différents dispositifs qui sont autour d'eux. C'est la première phase, les 18 premiers mois
du mandat, c'est vraiment ça. Bien sûr, les grands enjeux qui étaient ceux du mandat précédent restent des enjeux importants. C'est le cas de la transition écologique sous tous ses aspects. Et aujourd'hui, la politique de transition écologique, elle est très largement portée financièrement par les collectivités locales, aux côtés de l'État, mais la population. L'autre caractéristique de l'action publique locale aujourd'hui, c'est la nécessité d'agir vite. Mais les élus ont bien en tête, et ils sortent d'une campagne électorale où cet aspect-là a quand même été très fort dans les campagnes, le fait que les citoyens attendent que leurs élus et leurs collectivités soient réactifs par rapport à leurs propres attentes. Pour ça, quand on conjugue à la fois cette impatience et aussi la nécessité de bien cerner les projets, il y a un impératif qui va s'imposer à tous, qui est l'optimisation de la dépense. Et je crois que c'est là qu'il est intéressant pour toutes les institutions ou entreprises que vous représentez d'être présents aux côtés des élus, c'est comment on optimise la dépense et comment on hiérarchise l'action sur l'ensemble du mandat. Donc, ce début de mandat, je ne veux pas être exagérément long, ce début de mandat, c'est un mandat dans lequel les stratégies de la collectivité sont réinterrogées, doivent être ajustées, doivent être évaluées au regard aussi de l'expérience terrain qu'ont les élus qui sont là fraîchement de retour de leur campagne électorale. Donc, cette révision, cette réévaluation des stratégies territoriales, elle ne remet pas forcément en cause tout ce qui a été fait précédemment par la collectivité, mais aucun élu nouvellement élu ne peut s'empêcher d'interroger les choix qui ont été faits par la collectivité, y compris quand il n'y a pas de différence politique entre l'équipe précédente et l'équipe actuelle. Donc le renouvellement conduit nécessairement à une réinterrogation des stratégies. C'est la période aussi, comme je le disais au début de mon intervention, c'est la période où les premiers schémas d'investissement, les tours de table, l'observation de ce que pourraient être les contributions financières des uns et des autres est clairement évoquée avant même que les projets soient entièrement définis, parce que c'est un élément fondamental et qui s'impose de plus en plus compte tenu de certaines restrictions budgétaires sur les budgets locaux. C'est donc le moment où les collectivités identifient leurs partenaires, la pertinence du conseil qui leur apporte, la connaissance du marché, du terrain. C'est vraiment dans cette phase que, disons, dans les 18 mois qui viennent, les collectivités vont faire un peu leur choix pour s'engager aux côtés de partenaires qui vont les accompagner dans le développement du projet qui, lui, peut durer 2 ou 3 ans. Donc, la recherche des élus, c'est des solutions concrètes. C'est des choses extrêmement pratiques, facilement compréhensibles, faciles à proposer au public aussi, mais c'est surtout des solutions qui vont droit au but. Les objectifs des élus vont être définis assez vite, et donc derrière, il faut être capable de dire si on est telle ou telle administration ou telle entreprise, si on est en capacité d'apporter le conseil dont ces collectivités ont besoin. Moi, je sens cette génération d'élus, pour ce qu'on en connaît aujourd'hui, puisqu'il reste encore une toute petite partie à élire la semaine prochaine, mais des premiers contacts qu'on peut avoir et de notre connaissance, de notre maillage du territoire, ce sera, je pense, un mandat et des équipes très conformes à ce qu'on a pu connaître dans les mandats qui ont précédé le Covid, et donc qui vont aller très vite. Au regard des questions qui nous sont posées, nous, à l'AMF, par ces nouveaux élus, je constate qu'il y a une très forte réactivité, que chacun est bien conscient de ce qu'il attend et de ce qu'il veut faire. Voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais vous dire sur le contexte général. Il y a un élément qui existait déjà avant le renouvellement, c'est le fait que le fonctionnement, parfois un peu difficile à comprendre pour nos citoyens, de l'État, du Parlement, du gouvernement, fait qu'il y a un repli vers les collectivités et que les élus sentent cette pression qui est sur eux, ce qui explique que déjà l'année dernière, ils étaient encore plus nombreux que les années précédentes à être venus pour en quelque sorte, se réassurer sur les orientations, les axes de l'action publique. Sur la question des investissements, ce dont on s'aperçoit depuis maintenant au moins 4 mandats, c'est qu'il y a un lissage
du volume d'investissement par année. C'est-à-dire qu'autrefois, disons dans les mandats des débuts des années 2000, le mandat 2001 par exemple, ou le mandat 95, on avait des courbes d'investissement qui formaient une sorte de creux. C'est-à-dire qu'on commençait assez bas et on remontait sur les dernières années. Aujourd'hui, de plus en plus, depuis 2008, le mandat de 2020 étant un peu atypique, mais qui respecte quand même cette règle, depuis 2008, on a une sorte de lissage avec à peu près le même niveau, le même volume d'investissement par année, y compris la première année, ce qui veut dire que les projets qui étaient en cours ont, pour une grande partie d'entre eux, continué de progresser. Et donc, désormais, il y a, entre guillemets, il n'y a plus d'années creuses de l'investissement. Il y a des années très comparables, peut-être un tout petit peu plus en fin de mandat, mais la différence n'est plus significative comme elle a pu l'être. Et donc, le rendez-vous du salon, maintenant, est un rendez-vous qui me paraît avoir moins de saisonnalité qu'il a pu avoir. L'investissement est en continu et le rythme, le volume de ces investissements est assez égal d'une année sur l'autre. C'est ce qu'on a pu constater maintenant depuis au moins 3 mandats. Très bien. Et vous l'expliquez comment, cette régularité finalement d'investissement? Est-ce que c'est aussi peut-être l'élargissement des projets et des responsabilités territoriales qui peut-être voilà, nous permettre d'étaler ces investissements sur l'ensemble? En gros, chaque année compte, c'est ce que vous nous dites? Chaque année compte. Et puis l'explication la plus simple, c'est que sur ces 3 derniers mandats, les collectivités ont fait progresser leur investissement, y compris parfois au détriment de leur capacité d'épargne, et que les élus sont, sur les 12-15 dernières années, plutôt convaincus qu'il faut maintenir un niveau d'investissement suffisant, à la fois parce que ça répond aux demandes des habitants, mais aussi parce que c'est la contrepartie d'un certain nombre de compétences qui ont été transférées, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Si je prends la politique de la GEMAPI, par exemple, tout ce qui est autour de la politique GEMAPI. Vous pouvez nous redonner? Oui, la politique GEMAPI qui concerne essentiellement la gestion des inondations, la gestion de l'eau. Toute cette politique-là, par exemple, elle est très fortement soutenue financièrement, budgétairement, et donc elle participe de cette régularité de l'investissement public. Et par ailleurs, les équipes des collectivités sont parvenues à un degré de maîtrise de leur investissement qui fait qu'il n'y a pas d'année, de repli. Le travail continue de manière régulière. Même la dernière. Même la dernière a été particulièrement élevée, et la première va l'être aussi, parce que je pense que ce qu'on a vu l'année dernière sur le niveau d'investissement va se prolonger aujourd'hui sur les nouvelles équipes. Il faut bien voir que chaque renouvellement électoral est l'occasion de réinterroger les politiques publiques qui sont conduites, mais il y a très très peu de cas où il s'agit de stopper ce qui a été fait depuis plusieurs années. Il y a une forme, sinon de continuité, mais de régularité du travail d'investissement qui fait que il n'y a pas d'à-coup brutal, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on constate. En revanche, il y a des chantiers nouveaux qui arrivent, et c'est là-dessus, à mon avis, que se jouera la participation au salon de cette année. Très bien, merci beaucoup. Pour poursuivre cette présentation, peut-être un petit point sur qui sont les visiteurs de ce salon, parce que c'est vrai qu'on parle du salon des maires et des collectivités locales, mais finalement, voilà, est-ce que la population qui se déplace sur le salon est constituée uniquement de maires? Donc peut-être un petit point déjà régional qui est intéressant et que vous découvrez aussi avec ce petit schéma avec nous, c'est la représentation des acteurs et des décideurs du secteur public, mais surtout des maires et des maires adjoints parmi les visiteurs du salon. Donc, vous voyez une répartition régionale assez globale. Il n'y a aucune région qui ne vient pas. Alors, évidemment, on a des régions plus présentes que d'autres, et c'est notre travail collectif à l'Association des maires et à nous-mêmes de mobiliser largement l'ensemble du territoire, avec une présence de l'Île-de-France assez importante,
notamment en tant que maire adjoint, mais également les équipes territoriales, les cadres. C'est vrai que sans doute ce sont des villes aussi avec des grosses équipes, donc qui ont la proximité du salon. Vous avez une présence assez forte aussi de la région Rhône-Alpes, et après globalement on est quand même une représentation nationale assez importante et régulière sur l'ensemble de ce mandat. Donc ces décideurs, ils sont élus évidemment, maires adjoints, avec différentes formes de responsabilité, mais également les élus d'opposition viennent sur le salon, et l'ensemble des équipes municipales, les directions générales de services. De plus en plus, c'est vrai que le dernier mandat a vu la présence plus nombreuse des directions générales de services, et des cadres territoriaux avec les différentes responsabilités, que ce soit en termes d'urbanisme, d'environnement, mais également de culture, de sport. Et cette mobilisation des cadres territoriaux et l'ensemble des élus, nous l'organisons avec les différents partenaires du Salon et de l'Association des maires de France, notamment, alors bien sûr, les maires ruraux, mais également l'ANEL, sur les territoires et les collectivités du littoral, les collectivités de la montagne, notamment avec un partenariat important avec l'ANEM, et également les stations de montagne, on le verra, qui participent massivement au salon, les élus des collectivités de montagne. Nous travaillons également avec Intercommunalité de France, mais également avec la SNDGCT, avec la DGCF, la ATF, la ITF, l'ensemble de ces organisations qui se mobilisent pour effectivement aussi contribuer à l'ensemble des solutions qui sont présentées sur le salon aux élus et à leurs équipes. 2025, vous le disiez, c'était une très belle année avec une croissance importante de notre audience. Nous avons enregistré plus 15% de maires sur cette édition de fin de mandat et plus 19% de cadres territoriaux, ce qui est un chiffre record et qui, effectivement, avec des équipes, je dirais, très concentrées sur les projets, très exigeantes aussi sur la qualité des solutions et effectivement leur caractère concret et pragmatique. On sent effectivement qu'elles viennent aussi avec les équipes pour pouvoir challenger, parfois beaucoup plus techniquement que ça n'a pu l'être par le passé, l'ensemble des solutions qui sont présentées sur cette exposition. Ce visitorat, il est exclusif puisque nombre des acteurs publics ne visitent qu'un seul salon, c'est le salon des maires de France et des collectivités, ce qui nous octroie une grosse responsabilité dans le cadre et la programmation que nous devons présenter, puisque nous devons effectivement pouvoir répondre à l'ensemble de leurs attentes, et c'est une exigence qui nécessite aussi que nous fassions évoluer collectivement notre programme chaque année pour être en permanence en train d'accompagner l'ensemble des enjeux et des sujets qui sont les priorités territoriales. Cette année, nous l'avions présenté lors de la présentation du film en début de ce webinaire. Le thème de cette édition est « L'audace est locale ». Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur le directeur? L'audace est locale, en quoi cette signature de cette prochaine édition est engageante pour les collectivités? Je crois qu'elle correspond à deux réalités. Il y a d'abord une réalité sociologique, c'est que les élus, ils sont comme les Français, ils changent, ils évoluent. On est aujourd'hui sur des générations qui sont sans doute beaucoup plus directes, beaucoup plus exigeantes, qui ont la culture du résultat, et parce qu'eux-mêmes sont soumis à des pressions plus importantes de leur public, et qu'ils adoptent aussi, parce qu'ils se renouvellent beaucoup, ils adoptent aussi les codes de notre époque dans lesquels il faut agir. Il faut agir, il faut avoir du résultat, il faut être capable de montrer qu'on a fait ce qu'on avait dit. Beaucoup de campagnes se sont jouées aussi là-dessus. Donc, le fait de faire preuve d'audace est évidemment consubstantiel à cet état d'esprit d'une certaine impatience de la demande et une génération qui est en fait assez réactive et assez rapide. On l'a nous-mêmes constaté depuis une semaine face aux sollicitations dont on fait l'objet. Et la deuxième raison de cette idée que l'audace est locale, c'est que tous les élus ressentent, je le dis sans acrimonie à l'égard de personne, mais ressentent le désengagement de l'État dans les territoires. Malgré tous les efforts qui peuvent être faits en coopération entre les collectivités et l'État, un certain nombre de politiques publiques nationales
ont disparu des collectivités, du territoire national, dans ces éléments les plus éloignés. Et donc, il faut savoir faire preuve d'audace pour installer une maison de santé alors qu'on n'a pas de médecin, pour se prémunir des risques d'incendie ou d'inondation, alors que de plus en plus la responsabilité des risques est laissée à l'appréciation des collectivités. Donc l'audace, elle est indispensable parce que sur pas mal de politiques publiques, les élus se retrouvent de plus en plus isolés. Et je crois qu'il est important pour ça que, comme l'État continue quand même de soutenir les collectivités, et très largement, il est important que toutes les grandes administrations publiques soient présentes aussi au salon, parce que c'est une référence pour beaucoup d'élus, l'action de l'État, et même si celle-ci, comme je l'ai dit, a pu diminuer dans certains territoires, il n'en reste pas moins que dans toute la contractualisation entre les collectivités locales et l'État, l'idée de ce partenariat est importante. Mais pour que ça marche, il faut que les collectivités soient en dynamique, soient en action. Et donc, en effet, il faut qu'elles aient un peu d'audace. Pour donc poursuivre cette présentation, l'audace est locale, donc c'est l'ambition que portera le salon avec l'association des maires de France, donc de fortes attentes concernant l'exposition et donc de la façon dont effectivement l'ensemble des participants au salon, donc entreprises, associations, acteurs institutionnels pourront aussi présenter des nouveautés, mais également être à l'écoute d'équipes municipales qui donc n'auront sont en recherche et vont beaucoup nous solliciter pour effectivement proposer des choses un peu différentes et les aider justement à répondre de façon tout à fait inédite à des problématiques qu'elles rencontrent au quotidien. Le rôle du salon va être, au travers de l'ensemble de son exposition, de son programme, de ses événements, de favoriser la coopération entre les acteurs qui œuvrent autour de la collectivité du maire sur le territoire. Vous le rappeliez, entreprises, associations, acteurs institutionnels. Nous avons également un rôle de diffuser la connaissance, les bonnes pratiques avec un cadre programmatique thématisé, nous allons voir, qui a été fortement renouvelé par rapport au précédent mandat. Et puis des initiatives et des solutions concrètes. C'est un salon vraiment pragmatique, on n'est pas dans la prospective, on n'est pas dans la théorie, on est plutôt dans la preuve, l'exemple et aussi le partage d'expériences. Donc, nouveauté, et peut-être effectivement pour ceux qui ont l'habitude de venir sur le salon, nous allons parler tout de suite de l'exposition. Comme je vous le disais, nous allons vous partager les évolutions du cadre programmatique du salon qui a beaucoup évolué par rapport aux précédentes éditions. Premier point, et qui est assez important, c'est que le salon se déplace dans le hall 7. Alors, pour ceux qui ne sont pas voisins de ce parc d'exposition, nous subissons un certain nombre de travaux assez importants sur la porte de Versailles qui nous ont amenés à déplacer le congrès et le salon dans les halls 4 et 7 du parc des expositions. Pour accompagner cette évolution, alors nous avons réussi à maintenir une organisation des secteurs qui adresse des parcours visiteurs assez établis. Donc, au niveau du 7.1, vous retrouverez les acteurs du vivre ensemble, de la culture et le salon des sports et parasports dont nous reparlerons tout à l'heure sur la fin du webinaire. Dans le hall 7.2, nous aurons l'ensemble des acteurs de l'adaptation avec le salon de la biodiversité, mais également le secteur de la construction de l'aménagement, l'énergie qui rejoint l'écosystème environnement et construction et aménagement pour cette année, et les acteurs de la sécurité et de la gestion des risques. Et au niveau du hall 7.3, nous retrouverons le grand secteur développement, attractivité et cohésion territoriale, mais également les secteurs du numérique et du transport sur ces 3 niveaux, avec le congrès sur la partie du hall 4, avec une entrée et également tout à fait et directement connectée au hall 7 sur le haut du hall 4. Sur les évolutions de notre nomenclature. Alors, vous découvrez la nomenclature du salon qui est très dense, qui est riche, qui, pour information,
a doublé en nombre d'entrées et de sujets traités sur le salon nourrit des attentes du précédent mandat. Donc c'est quelque chose d'important avec le sujet de la transition écologique qui est intégré à énormément de sujets, que ce soit dans la construction, que ce soit dans la mobilité, mais également dans le sport, même dans le numérique avec les solutions applicatives de prise de décision. Et puis la création du Salon de la biodiversité et du génie écologique, marqueur fort de ce mandat, puisqu'il a été créé il y a 3 ans maintenant. L'évolution importante que je voulais partager avec vous sur ce salon, c'est dans le secteur développement, attractivité et cohésion territoriale. Nous l'avons organisé cette année en 2 pôles pour pouvoir accueillir un sujet important pour ce prochain mandat qui est le développement économique et les dynamiques territoriales, avec un point particulier, un développement fort qui va être fait sur le sujet des territoires productifs et des enjeux économiques. Voilà. Les territoires et les collectivités ont des enjeux économiques, le sujet de la réindustrialisation, le sujet des productions agricoles, le commerce, l'activité économique des collectivités est très importante. Et le besoin de dynamiser économiquement sa collectivité en termes d'attractivité, en termes d'autonomie, aussi sur certains aspects, notamment l'énergie, est un sujet prégnant qui va sans doute monter encore en puissance sur ce prochain mandat. Et bien sûr, toujours la présence forte des acteurs institutionnels avec une grande partie dédiée à la gouvernance, au financement et à l'ingénierie territoriale, dans lequel nous retrouvons bien sûr le stand de l'Association des maires de France, animé par l'ensemble des associations départementales et les différentes commissions plus techniques qui accueillent les visiteurs pendant ces 3 jours. Voilà pour l'évolution de l'exposition et de l'organisation de vos secteurs au sein de l'exposition. Le deuxième aspect de notre salon, c'est qu'au-delà d'une exposition, c'est depuis maintenant 6 ans aussi une plateforme importante de diffusion de contenu au travers de 3 espaces, les labs, les atmosphères et l'arène qui était l'arène de l'innovation, qui sera l'arène de l'audace, monsieur le directeur, cette année, pour structurer également le contenu de cet événement et vous apporter des réponses en termes de contenu avec des approches un peu différentes. Donc, quand on est dans un lab, on va effectivement être dans une prise de parole assez collective et très coopérative entre le secteur public, le monde associatif et le secteur privé sur 3 grands sujets que nous avons choisis pour cette édition. Territoire productif et résilient, comme je vous le disais, pour marquer l'importance forte d'avoir un développement économique large sur différents sujets, donc effectivement avec le monde agricole, le monde industriel, le monde du commerce, et résilient, puisque dans ce contexte-là, on ne se contente pas de développer économiquement, mais il faut aussi que le développement économique rentre et réponde à des enjeux de transition écologique, qui répondent aussi à des attentes fortes sur les enjeux sociétaux, qui créent de l'emploi, et voilà, et qui favorisent aussi toutes les attentes des habitants. Le deuxième sujet, on parlait tout à l'heure de la transition écologique et de l'adaptation, et pour nous, il était important pour cette édition d'engager le sujet du financement de manière très concrète. Je pense que sur les moyens, il y a énormément de choses qui sont présentées depuis 6 ans maintenant sur le salon, et que le sujet du financement, c'est aussi dans les solutions qui sont proposées, la façon dont vous, entreprises, organisations, vous pouvez aussi présenter des choses en abordant le sujet du financement. C'est-à-dire le financement, ce n'est pas le problème des uns seulement, c'est le problème finalement de l'ensemble d'un collectif qui doit trouver des solutions dans un contexte budgétaire que vous rappeliez extrêmement contraint et qui peut effectivement s'accentuer sur ce mandat. Le troisième grand sujet de nos labs cette année, c'est le territoire inclusif et solidaire sur des enjeux sociétaux que nous portons depuis le précédent mandat. Et ce sujet de l'inclusion qui reste un sujet fort et qui a aussi dont on s'est emparé beaucoup plus, il me semble, sur le précédent mandat et sur lequel il y a des attentes assez massive, à la fois sur les sujets évidemment des personnes en situation de handicap, sur les sujets aussi de la longévité, on y reviendra puisque c'est également un de nos grands sujets de cette programmation.
Le deuxième type d'espace que nous accueillons sur le salon, ce sont les atmosphères, alors que les exposants qui participent à ce salon depuis longtemps connaissent bien, puisque ce sont aussi les espaces sur lesquels vous pouvez présenter vos projets et vos solutions. Vous découvrez les 6 thématiques de cette année, avec toujours ce grand sujet de la planification écologique et de la sobriété énergétique, qui reste, et vous le rappeliez, un sujet prégnant et avec des attentes très fortes en termes de solutions pour continuer de développer ces sujets-là. Alors, nouveauté cette année, nous allons avoir une atmosphère dédiée à la gestion des risques et à la sécurité. Sujet de la sécurité qui, en début de mandat, vous me disiez, en début de webinaire, qui est très attendu, avec des propositions concrètes. Ce qu'on a pu constater dans les études d'opinion qu'on a faites nous-mêmes ou qui ont été faites par d'autres organismes, c'est que la question de la sécurité, sous toutes ses formes, a été un des enjeux de cette campagne électorale. Et la fin de la campagne ne va pas clôturer les attentes des habitants par rapport à cet enjeu de la sécurité. D'ailleurs, un certain nombre de maires nouvellement élus ont déjà indiqué que ce serait un axe de développement de leur politique. Je pense que ce thème de la sécurité, comme on le disait tout à l'heure, celui de la santé ou de la transition écologique, font partie des fondamentaux du mandat qui vient. Donc, c'est une bonne idée d'en parler parce que la sécurité ou les risques, ça prend de multiples formes. Et les citoyens sont confrontés, sans préavis d'une certaine manière, à des risques liés à leur sécurité sous tous ces aspects. Si on prend la question un peu nouvelle de la cybermalveillance ou de la cybersécurité, il est certain que les élus sont venus progressivement à ce sujet. Nous-mêmes, au Congrès des maires, on a évoqué ces questions depuis maintenant 7-8 ans, mais pas toujours avec succès. Et ce que je constate, c'est qu'au fil des années, au fur et à mesure des années, l'intérêt pour ce risque cyber, qui n'est qu'un des risques parmi tous ceux qui existent, a pris chez les élus une importance particulière. Donc, ce sujet de la sécurité, ce sujet des risques, ça sera un des axes structurants de l'action publique à venir, c'est local. Et le sujet de la cybersécurité, vous le retrouverez également dans l'atmosphère numérique. Et le numérique, il ne faut pas simplement apporter des solutions technologiques nouvelles, mais il faut que le numérique il soit utile, il faut qu'il soit sobre et il faut qu'il soit souverain, monsieur le directeur. Ça, c'est quelque chose qui est une attente assez forte. Et dans ce secteur, nous accueillons justement toutes les entreprises et les startups audacieuses qui peuvent proposer et accompagner les territoires sur ces sujets. Une nouvelle atmosphère cette année, foncier, sol et ressources, où on va aborder les sujets de la gestion durable du foncier dans un contexte de sobriété, mais ce foncier, il doit concilier aussi les besoins du territoire en matière de logement, d'activité économique et également d'équipement et d'infrastructures globales. Oui, que je démarrais par logement, qui est un grand sujet de ce mandat, avec notamment les plans de début d'année qui, nous l'espérons, seront fertiles pour la problématique du logement. Nous aurons également, et nous poursuivons avec une atmosphère dédiée au sujet de la mobilité. La mobilité s'enrichit de la thématique de la logistique pour cette édition. Et notre dernière atmosphère va adresser les sujets de la qualité de vie et de la longévité, dans lesquels nous retrouverons justement les sujets aussi de la santé et des parcours de vie et du bien vieillir. Le troisième espace de prise de parole, c'est donc notre arène, qui sera une arène audacieuse, l'arène de l'audace. Vous découvrez le travail scénographique qui est en cours par les équipes pour faire évoluer tous ces espaces. Cette arène qui accueille l'innovation sous toutes ses formes. Et sur le Salon des maires, l'innovation, c'est pas simplement de la technologie, ça peut être de l'innovation en termes de coopération, mais également de l'innovation sociale. Et c'est un espace qui est assez riche et dynamique, qui accueille aussi la remise des prix de l'innovation que nous organisons avec vous, monsieur le directeur, le secrétaire général, et avec Muriel Fabre qui nous fait l'honneur d'être notre présidente. Et voilà, donc prix que nous allons également renouveler pour cette édition, avec des attentes plus fortes encore sur différentes thématiques. Voilà, vous aurez très prochainement une communication pour pouvoir présenter vos solutions à ce prix de l'innovation.
Le troisième, on fait quelque chose un peu spécial sur ce salon, c'est-à-dire qu'on crée des espaces un peu immersifs pour adresser des enjeux forts. Ce sont les espaces que nous appelons Vitaville. Donc, les Vitavilles, vous en avez plusieurs pour cette édition. Le premier, c'est le Vitaville à hauteur d'enfant, qui est un espace sur lequel nous rassemblons des experts, des entreprises, mais aussi des associations qui, sur ces sujets justement autour de la crèche, l'école, l'éducation, accueillent dans un espace un peu immersif qui va, où on essaye d'aménager un espace d'école, donc des écoles soit innovantes, soit effectivement plus végétalisées. En tout cas, on a des partenaires aménageurs qui nous font des propositions justement pour ces sujets-là. Nous avons un Vitaville connecté sur les sujets de la transition numérique, sur lequel, notamment les sujets de l'IA l'année dernière étaient extrêmement présents. Nous avons des Vitavilles au rythme de la culture, qui est un espace qui accueille, notamment avec le ministère de la Culture, des projets, des programmations qui sont proposées aux collectivités pour permettre aux collectivités de toute taille d'avoir un programme culturel fort et qui est une attente aussi qui est de plus en plus importante, quel que soit le territoire, quelle que soit la collectivité sur le territoire. Le Vitaville, on parlait de la sécurité, donc là on a un Vitaville spécial face aux enjeux de sécurité. Et pour toutes les situations d'urgence, le post-catastrophe aussi, l'année dernière, les pompiers avaient fait une animation très dynamique. On va essayer d'aller plus loin sans doute aussi avec des équipementiers. Nous avons un Vitaville au cœur de la vie locale. Alors c'est le sujet du marché, du commerce, de l'animation des cœurs de ville qui anime fortement l'économie locale. On va avoir aussi un Vitaville au cœur du parcours de soins. Ce sujet de la santé, de l'accès aux soins, qui est une préoccupation très forte de nos élus pour pouvoir mobiliser à la fois les personnels de soins et l'ensemble des équipements qui permettent, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, de pouvoir accéder aux soins et qu'on soit plus peut-être qu'il y ait un équilibre à travailler sur ce mandat, sur l'accès aux soins. Et puis le Vitaville en mouvement, qui est autour d'un espace aménagé comme une gare pour aborder les sujets les nouveaux services de mobilité et les attentes des collectivités qui, en dehors des zones urbaines, n'ont pas forcément les réseaux et les solutions disponibles, mais en revanche ont des forts besoins de déplacement de leurs habitants et donc sont aussi très désireuses de trouver des solutions sur ces sujets-là. Les deux derniers peut-être éléments de ce programme 2026, c'est vous rappeler que le Salon des maires accueille maintenant depuis 4 ans le Salon des sports et parasports et depuis 3 ans le Salon de la biodiversité et du génie écologique. Le Salon des sports, qui a donc été créé comme Salon de la biodiversité avec l'Association des maires de France, porte un enjeu fort, c'est l'accès du sport pour tous et sur tous les terrains. Donc, c'est tous les pratiquants, donc c'est mobiliser des plus jeunes aux moins jeunes, les pratiquants, mais c'est pour les mobiliser, il faut aussi qu'il y ait des solutions sportives, des équipements, des aménagements qui répondent à leurs attentes. Et leurs attentes ont évolué, notamment depuis le Covid, avec le développement des pratiques libres et une diversité de sports plus large. Ce salon accueille et la programmation est travaillée avec les partenaires que vous pouvez découvrir sur votre droite, dont bien sûr le ministère des Sports, l'Agence nationale du sport, mais également l'ANDES, l'ANDIS, la Nestaps, et tous les partenaires sport et territoire, bien sûr la commission sport de l'Association des maires de France, particulièrement aussi présente sur ce salon, et puis les acteurs économiques comme Union Sport et Cycle et différentes organisations qui mobilisent et identifient aussi les innovations en matière d'équipements sportifs sur notre territoire. Ce sujet du sport et du parasport, c'est les pratiques, les équipements, mais aussi la tech et l'usage du numérique dans la pratique sportive, la santé, donc il y a des forts liens bien sûr avec le secteur santé, et ce sujet, il est aussi accompagné du COJOP, du comité national olympique, du comité paralympique, et avec les grands événements sportifs. Nous avons accueilli les Jeux olympiques en 2024, donc le salon a été partenaire de cette initiative pour justement soutenir l'équipement et l'aménagement pour les JO, et nous sommes également partenaires pour les JO 2030 de l'ensemble des équipes organisation de ces Jeux. Programmation du Salon des sports, très riche, plus de 130 exposants,
et une mobilisation toujours plus forte de visiteurs, à la fois des directions des sports, des collectivités, mais également de plus en plus d'acteurs privés, puisque pour développer la pratique libre la pratique sportive, sur tous les terrains, il faut qu'on ait des aménagements dans nos bureaux, dans tous les espaces possibles où l'on peut aménager et mobiliser le développement sportif. De nouveautés cette année au programme, le challenge parasport qui sera le jeudi, que nous travaillons et pour lequel nous allons mobiliser notamment des athlètes pour organiser un certain nombre d'animations, et une journée dédiée aux futurs professionnels du monde sportif, en partenariat notamment avec les STAPS de France. Le salon de la biodiversité, voilà. Le salon de la biodiversité, avec effectivement donc ce rendez-vous que nous proposons depuis 3 ans, est un salon qui est dédié aux solutions concrètes. Donc c'est pas un salon sur lequel on fait de la politique, c'est un salon sur lequel on est extrêmement pragmatique. On présente des solutions vraiment pour préserver, restaurer, valoriser la biodiversité, quelque chose en fait qui est fait assez naturellement par les collectivités puisqu'elles préservent leur patrimoine et que la biodiversité en fait partie. Et cet espace, il vous permet d'identifier et de présenter vos solutions opérationnelles. On le disait tout à l'heure, il faut des solutions que l'on peut mettre en œuvre assez rapidement au sein de sa collectivité pour répondre aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique. Donc, vous avez ici quelques exemples de solutions qui ont été présentées lors de ces 3 dernières éditions. Dans cet espace salon, vous avez également 2 espaces de prise de parole avec la Serre qui accueille notamment des voix inspirantes sur ces sujets, mais également des experts, des chercheurs. Notre président, M. David Lisnard, a fait une très grande intervention l'année dernière sur cet espace. Et puis, vous avez également un espace atelier où là, sur des projets précis, des problématiques précises et spécifiques à certaines typologies territoriales, vous avez des experts, notamment les acteurs de l'ingénierie écologique ou le monde du paysage qui vous proposent un programme pendant ces 3 jours. Voilà, je vous ai en tout cas essayé de vous faire une présentation de l'ensemble des sujets. Donc, il y a beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets, de responsabilités au niveau des collectivités et que les collectivités ont besoin de vous, ont besoin de vos solutions et de vos solutions audacieuses pour ce début de mandat. Je propose, sans plus attendre, que nous regardions un petit peu vos questions et que nous tâchions d'y répondre. Voilà. En tout cas, cette présentation fait la démonstration de la diversité des défis et des enjeux que les collectivités, les communes et les intercommunalités ont à affronter devant elles, et elles ne peuvent pas le faire uniquement avec leurs ressources propres. Elles ont besoin d'être dans un contexte d'accompagnement maîtrisé, sérieux, comprenant leurs problématiques, parce que la multiplicité des sujets fait qu'il est assez difficile d'être compétent à 100% sur chacune des politiques, et que donc ça ne peut se faire qu'en partenariat avec d'autres institutions publiques, mais aussi avec des acteurs privés, évidemment. Comme notre partenariat au service des problématiques locales. Alors, on a effectivement reçu... Peut-être donc Nicolas, notre directeur marketing, a collecté vos questions. Oui, on a reçu effectivement beaucoup de questions dans le chat, donc je vais me faire le porte-parole de nos auditeurs, à commencer par une première question qui va peut-être effectivement s'adresser à Monsieur le directeur. Vous évoquez une nouvelle séquence de préparation des investissements locaux. En dehors de la thématique de la sécurité, quelles sont les principales priorités chez les maires en ce début de mandat? Alors, je me suis sans doute mal exprimé, mais la sécurité fait partie des axes forts, bien entendu, mais pas du tout. Ce ne sont pas du tout les seuls. C'est pas du tout la seule préoccupation. Je crois qu'il y a un sujet qui est extrêmement fort, c'est celui de l'accès aux soins, de la santé, c'est-à-dire il y a une attente des habitants, y compris dans les territoires urbains. Il ne faut pas imaginer que c'est un problème uniquement du monde rural. Dans des zones urbaines,
dans des quartiers périphériques, dans des zones moyennes en termes de volume d'habitat, on a cette question-là. Donc, la question de l'accès aux soins est une question très importante et qui, à mon avis, se déroulera durant tout le mandat. L'autre sujet important, c'est celui des risques de toute nature, parce que la mise en jeu de la responsabilité pénale des élus ne cesse de progresser. Et donc, face à cette réalité, les élus ont besoin de se réassurer, en quelque sorte, sur la maîtrise des risques qu'ils ont à affronter. On le voit, par exemple, sur le transfert des digues domaniales qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant, digues qui étaient entretenues, qui étaient la propriété, on va dire, de l'État et qui ont été cédées aux collectivités sans qu'elles demandent rien. Mais aujourd'hui, la gestion de ces digues va engager la responsabilité des élus, alors qu'on évalue le montant d'investissement nécessaire de l'ordre de 2 milliards, 2,5 milliards d'euros. Ressources qui n'étaient pas forcément prévues et qui ne sont pas compensées. Donc, les risques, alors risques cyber bien sûr, tous les risques liés à l'alimentation, liés les risques sanitaires, grosso modo. Enfin, les élus communaux et intercommunaux sont de plus en plus. La ressource en eau aussi. Alors, la ressource en eau est un sujet, alors en soi, beaucoup plus large que celui de simplement de la sécurité. Il y a dans la gestion de la ressource en eau qui est en effet un grand sujet pour les élus. Il y a la question du risque sur la qualité de l'eau, du fait en plus de l'exigence croissante des normes en matière de qualité d'eau. Mais le sujet de l'eau, il est beaucoup plus vaste que cela. Il est sur le partage de la ressource, il est sur la maîtrise de la qualité au bout de la chaîne et sur les investissements que cela suppose. C'est aussi un sujet qui traversera le mandat. Et vous savez, je ne sais pas quelle est la personne qui a posé cette question, mais la vie dans une collectivité, c'est une vie pluridimensionnelle. C'est-à-dire que la question importante, c'est bien sûr les questions structurelles, mais c'est aussi la question qui arrive parce que le contexte, les circonstances, la culture ou l'histoire d'une collectivité, d'une région, d'un pays pose à un moment donné une question particulière. Par exemple, la question de l'école, la question de l'accueil des enfants, de la gestion très large des enfants qui va de la crèche à l'école en passant par les transports scolaires, les centres de loisirs. Tout ça fait une politique, fait une préoccupation. Sur la question du commerce, il y a aujourd'hui un enjeu particulier, par exemple, sur toute la partie de la France qui va du Grand Est jusqu'au fond du Sud-Ouest, en traversale, qui est celui du commerce de centre-ville et de la vitalité des centres-villes. Ça, c'est un sujet que l'État lui-même prend très, très en compte, notamment par tous les programmes de l'ANCT, mais qui appelle de l'ingénierie nouvelle. Parce qu'au cœur de tous les sujets qu'on a évoqués, il y a quand même la question de la disponibilité de l'ingénierie. Beaucoup de territoires, et pas seulement ruraux, ont un déficit d'ingénierie locale et ont besoin d'appui. Ça, c'est un constat qu'on partage avec toutes les associations d'élus, tous les experts du monde des collectivités. Il y a insuffisamment d'ingénierie, notamment d'ingénierie financière et d'ingénierie amont, c'est-à-dire comment on évalue un projet, comment on évalue son coût, ses modalités d'exécution, son calendrier. Avant même de décider, il y a déjà de l'ingénierie pour savoir décider. Et là, c'est un champ, à mon avis, très important d'assistance aux collectivités. Nicolas, est-ce que nous avons une autre question? Oui, tout à fait. Celle-ci était déjà bien. Celle-ci était bien. Les projets territoriaux sont souvent pensés de manière multi-impact, entre parenthèses climat, santé, cohésion, etc. Cela complexifie-t-il la prise de décision pour les élus? Je ne sais pas s'ils sont multi. Oui, enfin, ça simplifie pas la prise de décision, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de projet qui ne soit pas multidimensionnel. D'abord parce que les habitants, les citoyens, ils ne raisonnent pas en silo.
ils prennent l'événement tel que ou la politique ou la décision, ils la prennent dans son entièreté. Et donc, il est important que les décideurs publics locaux aient eux-mêmes le souci des effets de bord de chaque politique ou des impacts de chaque politique qu'ils mettent en œuvre. Je disais donc que le fonctionnement de la décision en silo n'est plus du tout le modèle d'aujourd'hui. On est obligé de tenir compte, par exemple, de la dimension de transition écologique, des impacts sur la protection contre le réchauffement climatique. On est obligé de tenir compte de la gestion de la rareté foncière, qui devient un sujet. On parlait tout à l'heure d'un des ateliers qui sera proposé au salon. Donc, tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Et aujourd'hui, il y a, enfin, à part des petites choses, mais il n'y a plus de projets structurants qui ne prennent en compte l'ensemble de ces impacts sur le territoire ou sur les habitants. J'ai trois questions concernant le salon. Je vais les fusionner en une. Quel est le niveau d'importance qui est prévu pour les entreprises privées sur le salon? Est-ce que les associations sont présentes? Et est-ce que les communautés d'agglomération ou les communautés de communes sont présentes aussi sur le salon? Alors, oui, alors, les entreprises, évidemment, vous retrouverez et vous pouvez vous rapprocher de notre équipe commerciale et de votre responsable sectoriel pour avoir la nomenclature qui montre la diversité des sujets pour lesquels voilà, nous attendons des solutions et du coup des acteurs, des entreprises privées qui sont les partenaires peut-être principaux des collectivités dans la mise en œuvre des projets. Dans l'ensemble de nos secteurs, nous avons des associations professionnelles, mais également des associations d'élus qui sont présentes sur le salon, mais vraiment sur tous les sujets, que ce soit sur les enjeux sociaux ou sur des sujets plus techniques dans le secteur environnement. Les associations sont particulièrement représentées, nourrissent aussi beaucoup la programmation pour justement faire le lien entre le monde privé et le monde public, notamment au sein des espaces labs. C'est beaucoup avec elles que nous travaillons la programmation des labs. Et puis, alors sur les communautés de communes, le visitorat est constitué de toute la diversité des responsabilités locales, voilà, des responsables des collectivités. Je n'ai pas cité tout à l'heure, mais également les départements, les acteurs des régions, les représentants au niveau de l'État, l'ensemble du monde public qui travaille et collabore sur le territoire est présent. D'autant que beaucoup d'élus ont 2 mandats. Il n'est pas rare d'avoir un élu qui est à la fois conseiller régional ou conseiller départemental et qui en même temps a des responsabilités dans la sphère communale et intercommunale. Donc c'est des profils qui là aussi ne sont pas en silo, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des préoccupations qui vont au-delà de leur propre collectivité. On en a parlé, mais on a aussi une question pour savoir si effectivement le secteur de l'éducation sera présent sur le salon. Oui. Alors, effectivement, si on revient dans la présentation, vous avez effectivement tout le secteur du vivre ensemble qui accueille de la naissance à la fin de vie, énormément de solutions et de services dont s'emparent les collectivités, puisque les collectivités sont responsables de leurs habitants de la naissance à la fin de vie. Ça, c'est important. Même au-delà, d'ailleurs, il faut entretenir les cimetières très correctement. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est un sujet important. Et dans cette responsabilité, effectivement, l'éducation, en tout cas sur la petite enfance, est présente avec notamment le Vitaville à hauteur d'enfant qui, mis en forme voilà, avec cet aménagement d'école, accueille des associations, mais également des entreprises et de nombreux services. Donc bien sûr, si vous avez des solutions en matière d'éducation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous orienterons le mieux possible sur le salon. Une question sur le sport. Quand on parle de sport dans les collectivités, quels sont aujourd'hui les sujets ou les besoins qui remontent le plus sur le terrain ou du terrain? Alors, il y a la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les collectivités dans leur ensemble, mais le bloc local particulièrement, sont les premiers financeurs du sport. 80%, je crois. 80%. Donc, la politique sportive a un énorme impact à la fois sur le budget des collectivités, mais aussi sur le rôle social ou sociétal qu'elle se donne. C'est-à-dire que le sport est un élément de brassage social, de dialogue social. C'est aussi une école de la discipline, de
la maîtrise de soi. Enfin, le sport, pour les élus communaux notamment, a beaucoup d'importance. Nous-mêmes, à l'AMF, on accorde beaucoup de place à cette dimension. Au dernier congrès, nous avons passé une convention avec la Fédération française de football et on a prévu un certain nombre d'actions en commun. Le sport, c'est donc d'abord les bâtiments pour les collectivités du bloc local. C'est la question du bâtimentaire, c'est les équipements, leur maintenance, la capacité à les faire évoluer, le dialogue avec les fédérations sportives qui ont généralement des exigences techniques qui conduisent les collectivités à devoir investir. Donc, la question bâtimentaire est vraiment la question prioritaire. Et après, en même temps, il y a la question du rôle social du sport et du rôle d'inclusion. On est notamment, nous, en train de regarder, d'étudier la manière dont on pourrait engager les collectivités à assurer une plus grande place au sport féminin, qui est un des objectifs à la fois de beaucoup de fédérations et aussi du comité olympique français. Donc, il y a ces deux sujets. Ce qui coûte cher, c'est le bâtiment, et ce qui nécessite de l'ingénierie, c'est l'amélioration, la contribution au lien social dans les collectivités, enfin sur le territoire des collectivités. Et le parasport, je pense que depuis aussi, porté par les Jeux olympiques et paralympiques, on sent qu'il y a eu aussi une dynamique pour aussi inciter les clubs à accueillir les personnes en situation de handicap de manière plus importante, avec des investissements faits en termes d'équipement. Voilà, dans la dimension budgétaire du bâtimentaire, il y a effectivement l'adaptation à la pratique de tous. Ça, maintenant, c'est une politique qui est bien intégrée, qui est aussi réglementairement, mais qui est assez respectée. Et puis, il y a les incitations vers les clubs pour développer l'accès et former les dirigeants de clubs ou les animateurs à cette dimension de la politique sportive. Oui. Une question sur toute la partie numérique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de cybersécurité ou de transformation numérique. Est-ce que les collectivités sont en train de franchir un cap sur ces sujets? Bon, ça, c'est incontestable. Et pour moi, c'est ce que vous avez dit, c'est presque trois sujets différents, même s'ils sont sous le même chapeau. Sur l'IA, il y a clairement une attente de simplification et de rationalisation des coûts. Et ça, il y a beaucoup d'acteurs, alors peut-être y en a-t-il à l'écoute là aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, de start-up, de sociétés qui ont développé des produits d'assistance avec l'IA aux tâches classiques de base des collectivités. Il y a des collectivités qui sont très, très en pointe. Nous-mêmes, avec les départements de France et des partenaires privés, avons créé un rendez-vous de tous ces nouveaux métiers, de toutes ces nouvelles préoccupations en termes d'introduction de l'IA dans le fonctionnement des collectivités. Donc ça, c'est un secteur auquel nous croyons, c'est-à-dire que l'IA n'est pas que virtuelle ou de loisir. Il y a vraiment une IA qui peut être un élément de maîtrise des coûts et d'accélération des procédures au sein même des métiers traditionnels des collectivités locales. Je pense à l'état civil, par exemple, où c'est le cas, mais ça peut être aussi dans la distribution d'eau. Enfin, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il y a sa place. Après, il y a la question de la cybersécurité, qui est un autre sujet. Les élus y sont venus progressivement. Il a fallu faire vraiment beaucoup de travail de conviction, mais la multiplication des attaques des attaques courantes, quotidiennes sur les collectivités ont quand même marqué les esprits. Et dans ce travail que nous faisons depuis que M. Lisnard est président de l'AMF, sur ce travail, on voit bien que plus d'attention est portée par nos adhérents à ces questions qui peuvent remettre en cause leur processus. Et le troisième sujet que vous avez dit, la transformation numérique. Voilà, la transformation numérique, ça, je crois que les équipes techniques des collectivités, quelle que soit leur taille d'ailleurs, sont engagées dans cette transformation numérique, parce que de toute façon, s'ils ne le font pas,
il y a plein de politiques qui leur sont interdites ou plein de dispositifs qui leur sont interdits. Si on pense par exemple aux contraintes qu'impose la directive européenne Nice 2, on voit bien que même les petites communes, même les petites intercommunalités vont être obligées de s'adapter à ces nouvelles obligations de sécurité que pose Nice 2, faute de quoi elles se couperont de leur propre sphère intercommunale notamment. Donc, sur ces 3 sujets, je pense que l'engagement, le pli est pris et qu'il reste encore beaucoup de choses à vérifier, à connaître, à faire connaître surtout. Et au-delà des DSI, parce que la grande évolution de ce mandat, c'est que le sujet justement du numérique n'est plus seulement un sujet de DSI, mais qu'il y a un sujet qui intéresse l'ensemble des équipes de la collectivité. En tout cas, c'est un sujet qui intéresse les principaux décideurs politiques de la collectivité parce qu'ils mettent en danger leurs propres responsabilités. C'est ça la vraie transformation. C'est-à-dire que le DSI, ça fait un moment qu'il dit que c'est dangereux, mais aujourd'hui, voilà, il n'est plus tout seul et c'est devenu un sujet politique que l'AMF, par exemple, traite au plus haut niveau de l'État avec le secrétaire général de la Défense nationale. Donc, on voit bien que ce sujet n'est plus un sujet technique. Il a sa dimension technique, naturellement, mais c'est un sujet politique. Merci beaucoup. Très clair. Une dernière question peut-être, Nicolas, parce que là, je vois que nous avons dépassé le temps de 10 minutes. Effectivement, on a beaucoup de questions, Monsieur le Président, sur le nombre de nouveaux élus cette année, le renouvellement. Alors, est-ce que c'est 45%? Est-ce que... Voilà. Parce qu'il y a des doutes. C'est pas fini, là. Non, c'est pas fini, effectivement, mais on a beaucoup de questions pour savoir combien on aura. Vous voulez qu'ils vous donnent les résultats de dimanche prochain. Donc, nous, on suit les élections avec le CEVIPOF depuis de nombreuses années. Ce qu'on avait anticipé va probablement être ce qui va se produire, c'est-à-dire qu'en gros, dans chaque élection municipale, il y a 40% de l'effectif qui se renouvelle, mais c'est 40% plus ou moins. Là, moi, je pense qu'on sera peut-être autour de 45-48%, on sera un peu plus élevé que les autres années, mais l'étiage, c'est celui-là, c'est 40-60, quoi. Mais après, avec des variations, parce que chaque année, chaque mandat ne se ressemble pas. Mais on est dans un taux de renouvellement qui est normal, correct, peut-être un petit peu plus élevé, mais voilà, il n'y a pas d'anomalie là-dessus. Un participant sur 2 du congrès et du salon seront des nouveaux responsables des collectivités. Donc, s'ils se répartissent bien selon l'échantillonnage, oui. Mais nous, ce qu'on constate, parce que c'est pas notre premier salon, notre premier congrès après les mandats, c'est que les nouveaux viennent quand même assez facilement, parce que et on va s'organiser pour ça d'ailleurs, parce qu'ils sont à la recherche ils sont à la recherche même à notre niveau, ils sont à la recherche d'échanges, de conseils, et nous, on va s'organiser en université de rentrée, en quelque sorte, sur les principaux sujets de ces politiques, dans des échanges qui sont plus des échanges politiques que techniques, ou des échanges d'expérience, mais on va aussi s'organiser en fonction de ça, c'est-à-dire on s'attend à avoir des nouveaux. Oui. Très bien, écoutez, sur cette dernière réponse, je pense que nous avons tous du travail pour nous préparer, être à la hauteur des attentes des équipes municipales qui viendront nombreuses sur le congrès et le Salon des maires en novembre prochain. Il me reste à vous remercier tous et toutes de votre présence cet après-midi. Encore vraiment, je vous prie de nous excuser pour les problèmes techniques. Je pense qu'il y a eu beaucoup de coupures. Je crois qu'elles ont été assez courtes, mais quand même assez nombreuses. Donc vraiment, je vous prie de nous excuser pour ces désagréments. Notre équipe ne manquera pas de revenir vers vous pour répondre à vos questions qui ont été partagées dans le chat et puis à vous recontacter pour discuter avec vous de votre projet, de vos attentes spécifiques. Merci, monsieur le directeur. Merci, Stéphanie Guettorant, de votre accueil. Et puis, espérons que tout ça va marcher d'un bon pas après le deuxième tour des élections. Écoutez, je pense que nous sommes tous engagés dans ce sens. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.